Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 11h31. Nous allons en quelques instants débuter cette troisième journée de la journée française de l'ingénierie des exigences. Alors, j'ai partagé mon écran pour présenter quelques éléments. Hop, excusez-moi. Je pense que c'est l'écran 2. Non, c'est pas l'écran 2, c'est l'écran 1. C'est pas grave, une chance sur deux. Le voici, autorisé. Voilà, donc je vais vous présenter quelques petites informations concernant cette troisième journée de la journée française d'ingénierie des exigences qui correspond à la 10e édition. Nous fêtons nos 10 ans d'édition de cette JFIE et nous sommes très heureux de vous en faire partager en tout cas cette édition. 3 jours, plusieurs conférences. Nous sommes au 3e jour, donc je vais juste vous rappeler un petit peu ce que vous allez voir aujourd'hui. Si il me laisse la main, voilà, c'est fait. Alors, avant toute chose, la GFIE est en fait organisée par un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail ingénierie des exigences, qui fait partie d'un des groupes du CFTL, un comité français du test logiciel. Et ce groupe de travail, je vous le présente en quelques instants pour vous expliquer un petit peu que, évidemment, vous pouvez nous rejoindre avec les objectifs et les activités de celui-ci. Alors, évidemment, le premier objectif, c'est de professionnaliser l'ingénierie des exigences, puisque par l'échange de bonnes pratiques, les problématiques de référentiel, normes, on a vu hier un modèle de maturité sur l'ingénierie des exigences qui a été présenté, sur lequel nous sommes en train de travailler d'ailleurs. On réfléchit également à des problématiques liées au poste. Alors, est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un métier? On en a discuté également hier. Et puis, on veut absolument valoriser ce métier au travers, évidemment, cette journée, mais également au travers de différents enseignements qui sont faits dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Des ateliers sont réalisés, notamment la JFTL. Je vous conseille d'y assister. Et puis, nous avons ouvert il y a quelques jours, il y a quelques semaines, sur LinkedIn, notre réseau social, pour pouvoir échanger au travers et autour de ces problématiques. Enfin, il y a du travail autour des contenus également IREB, autour notamment des référentiels, toute la partie syllabus, sur lequel évidemment on travaille pour pouvoir faire évoluer ceci. Comme je vous le disais, hier, il y a eu une présentation sur le modèle de maturité de l'ingénierie des exigences, et c'est notre projet actuel avec la volonté de vous faire part, de vous présenter, que vous puissiez, premier semestre 2024, avoir quelque chose qui vous permette demain de faire évoluer vos organisations au travers de ce métier. Alors, ce groupe de travail se réunit à peu près tous les mois et demi, avec des réunions en distanciel et tous les 3 mois avec des réunions en présentiel, en général sur Paris. Principalement 12 membres actifs de ce groupe de travail. Je n'ai pas le temps de vous les présenter tous. D'ailleurs, beaucoup ont été déjà présentés au travers de leur présentation. Juste pour vous dire qu'il y a une vraie diversité entre les personnes qui viennent de systèmes d'information, d'autres systèmes sécuritaires, systèmes embarqués, réseau et télécom, les problématiques d'agilité, et puis les problématiques de formation, aussi bien des formations dans le privé, mais également dans le public avec les formations dans les universités, sont également réalisées au travers des personnes qui constituent ce groupe de travail. Alors aujourd'hui, c'est la troisième journée, et je tiens tout d'abord à remercier notamment toutes les personnes du groupe de travail qui ont œuvré à la réussite de ces 3 journées. Il a fallu suivre les personnalités qui présentaient les présentations, les faire évoluer, faire des allers-retours avec elles, choisir également les sujets, les thématiques. Et puis également, je me permets, avant de commencer, de donner la parole à la première présentation, de remercier tout particulièrement Kenza, qui a fait un travail considérable à la bonne réussite de cette JFIE 2023. Alors aujourd'hui, jeudi 16 novembre, nous allons avoir 2 présentations, comme les autres jours. La première par Cynthia Lefebvre du URSAF Caisse Nationale, qui va nous expliquer comment construire un processus de spécification par les exigences en embarquant toutes les parties prenantes. Vaste sujet, vous savez comme moi que embarquer toutes les parties prenantes, c'est pas chose aisée. Et puis, ça va durer 30 minutes de présentation à peu près. Il y aura 20-25 minutes de questions pour qu'on passe ensuite au deuxième sujet, présenté cette fois-ci par Cédric Berger, un sujet également très intéressant, au-delà des exigences, la gestion de la valeur, comment justement cette valeur peut être gérée avec des exemples et des applications qui vous seront présentées à ce moment-là.
afin que tout se passe pour le mieux et qu'on puisse également avancer ensemble et qu'il y ait des bonnes questions qui soient posées à nos présentateurs. Vous verrez qu'en bas à droite de l'écran, vous avez plusieurs onglets. Hein, le chat, pour l'instant, vous êtes tous dit bonjour, c'est très très bien. Mais il y a également un onglet questions sur lequel vous allez pouvoir tout au long de la présentation poser toutes les questions que vous voulez et surtout, je vais vous pousser à le faire, plébisciter les questions qui vous semblent être les plus intéressantes à être posées, puisque quelquefois il y a beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les poser. Et vous avez la possibilité, en appuyant sur le chiffre, de faire monter la question, entre guillemets, de la plébisciter, de façon à ce qu'elle puisse être posée. Enfin, à l'issue de la première présentation, comme à l'issue de la deuxième présentation, je vous demanderai également de répondre au petit sondage. Hein, il y a quelques questions, c'est pas énorme, qui va vous permettre, et qui va nous permettre surtout, de donner un feedback au présentateur. Et puis également, on vous posera des questions sur les thématiques qui peuvent vous intéresser pour le futur, de façon à ce que, lors de la prochaine édition en 2024, nous puissions également répondre le plus possible à vos attentes. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée avec nous, une bonne pause de midi, entre guillemets, et je vais demander à Cynthia de venir remonter sur la scène et de partager par la suite. C'est transparent, parce que moi, je vais retirer mon partage. Ou tu peux le prendre indirectement, Cynthia, parce que je pense qu'en pendant le partage, tu me fais partir. Ça marche. Bonjour à tous, en tout cas. Je vais essayer de retrouver, du coup... Hop, voilà, ça devrait être celui-là. C'est tout bon, je pense. Oui, c'est tout bon. Eh bien, allons-y gaiement. Eh bien, Cynthia, c'est à toi. Merci beaucoup, Alexis. Donc, bonjour à tous. Et je vais vous présenter, du coup, un retour d'expérience. C'est surtout ça, de ce qu'on a mis en place. Donc, comment construire un processus de spécification par les exigences en embarquant toutes les parties prenantes. Vaste sujet, vaste défi. On va voir comment on a pu faire ça et surtout quelles étaient les différentes étapes. Avant de voir comment on a fait ça, ce qui est bien, c'est de voir d'où on est parti. Au niveau de l'URSSAF Caisse nationale, on a beaucoup de processus, comme vous pouvez le voir hein, ici en plein milieu. Il y a beaucoup de processus. Le but, c'est pas de tous les lire, hein, c'est juste de vous donner un ordre d'idée. Et dans toute cette multitude de processus, il y en a un petit là qui se balade, qui est encadré en rouge, qui est celui des spécifications. Il est en violet parce qu'effectivement, il était en cours de construction, il n'a pas encore été déployé. Donc ça, c'était voilà, vraiment le point de départ, c'est qu'on avait un processus en cours de création, pas encore déployé. Et puis, ce pauvre processus-là, il était un peu orphelin parce qu'on n'avait ni pilote ni gestionnaire, personne pour le gérer. Donc effectivement, s'il n'y a personne pour le gérer, personne pour le faire évoluer également en fonction des contraintes opérationnelles et puis de l'avancée aussi de maturité de toutes les équipes. C'était un processus donc en cours de création qui a été presque pas déployé, je dis presque, parce qu'il y a quand même quelques équipes qui ont essayé de l'utiliser. Donc on a une ou deux équipes au grand maximum qui l'utilisaient. Mais vraiment, voilà, la bonne parole, si je puis dire, n'avait pas été déployée. Néanmoins, sur la partie test, parce que c'est généralement, on va dire, classico-classique, c'est ce qui arrive après la partie spécification, il y avait beaucoup de manques au niveau du test, au niveau des entrants, notamment sur la partie exigence. Les trois quarts des projets avaient des difficultés à avoir soit des exigences, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exigence, soit avaient une grande disparité en fait entre les exigences qu'ils recevaient des différentes équipes. On allait de quelque chose de très macro à quelque chose de très détaillé, à la limite de la règle de gestion, où on avait des règles de gestion qui étaient prises pour des exigences. C'était l'enfer pour essayer d'en déduire par la suite des ABAC, ne serait-ce que pour les TRA ou pour les équipes en interne. Et puis au-delà de pouvoir définir ça, il y avait aussi la question on le sait très bien au niveau de la partie test, ce qui est le plus important, c'est de réussir à calculer la couverture de test de façon à pouvoir mettre vraiment l'effort de test au bon endroit. Sauf que sans des exigences, on ne peut pas placer l'effort de test au bon endroit. Donc il y avait des gros manques pour la partie test sur cette partie-là.
outre ce point d'entrée, faisant partie d'une équipe transverse aux différentes équipes, j'avais de nombreuses questions qui étaient posées, du style, ben oui, ok, d'accord, je veux bien faire de mon mieux, mais quelle est la différence entre un besoin et une exigence? Ou la différence entre une exigence et une règle de gestion? Je sais pas trop. Et puis, j'arrive pas à retrouver ces notions-là dans le processus de spécification. Si je crée une exigence, bah, quel est le cycle de vie après? Comment je change de statut? Comment elle vit cette exigence? Et surtout, j'ai écrit une exigence, mais comment je peux m'assurer qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle respecte bien tous les critères de qualité? Donc avec tout cet état des lieux, on va dire, de départ, voilà, on a essayé de prêcher la bonne parole au plus haut point, c'est-à-dire au niveau du CODIR, de façon à ce qu'effectivement il puisse être relancé et surtout en prenant en compte un certain nombre de points que je vous ai exposés là. Et du coup, la décision et la demande du CODIR DSI a été effectivement de relancer le processus de spécification sous l'angle des exigences pour faciliter le travail, notamment des testeurs, et puis pour répondre à ce qui était le plus douloureux en premier. Alors, ne réinventons pas la roue, hein. Il y a plein de choses qui existent sur les spécifications et sur les exigences, notamment sur les exigences, puisque c'est ce qui vous intéresse là, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et si on reprend du coup l'IREB, la première étape pour traiter le sujet des exigences, c'est de lancer une communauté. Allons-y gaiement. On va lancer une communauté, mais en gardant à l'esprit un certain nombre de points. Déjà, répondre en priorité à ce qui est le plus douloureux pour les personnes qui sont concernées. Ça, c'est vraiment le cœur de notre préoccupation au niveau de la communauté. Répondre à ce qui est le plus douloureux pour les personnes concernées. Tout ce qui est douleur, manque, difficulté, obstacles, freins, questions, il faut qu'on arrive à résoudre ça au sein de la communauté. Ensuite, travailler sur le sujet en transverse. Partager tout ce qui est pratique actuelle, parce que tout n'est pas bon à acheter, hein. Il y a des choses qui sont très bien dans les pratiques actuelles, donc autant les pérenniser et puis les industrialiser. S'il y a des outils qui sont utilisés, s'il y a des méthodes qui sont utilisées, voilà, mettre tout ça en commun et puis voir ce qu'on peut en faire. Néanmoins, favoriser aussi l'adoption de nouvelles pratiques et comportements. On le sait, hein, notre monde évolue beaucoup, vite, donc autant essayer de s'adapter, avec notamment la construction par les personnes concernées des outils, des méthodes dont elles ont vraiment besoin, opérationnellement parlant. Et puis enfin, créer une culture commune. La notion commune, vous allez voir, ça va revenir assez souvent. Et puis d'être dans un process d'amélioration continue, parce qu'on sait bien qu'on n'arrive pas à faire tout bien du premier coup. Moi, je suis vraiment très adepte de la méthode petit pas par petit pas. Et ben, démarrons petit, et puis essayons de l'améliorer au fur et à mesure pour voir jusqu'où ça va nous emmener. Donc, avec la création d'outils, de méthodes communes, mutualisées, voilà, tout ça qui évolueront au fur et à mesure du temps. Néanmoins, il faut qu'on garde à l'esprit un certain nombre de points, nos facteurs clés de réussite. Qu'est-ce qui pourra dire, en fait, si on a vraiment réussi notre job, ce à quoi on doit vraiment veiller. Déjà, la richesse et la diversité, aussi bien au niveau de la communauté, donc impliquer différentes personnes concernées, que ce soit des internes, des externes, des personnes techniques, pas techniques, métiers, fonctionnels, peu importe, on englobe tout le monde. C'est ce qui fera notre richesse. La diversité, ça a toujours été, ça fait toujours la richesse. Ensuite, c'est pas que du blabla en l'air, on passe vraiment à l'action. Donc, on met l'énergie là où on a les besoins qui sont les plus forts, là où il y a les douleurs les plus importantes, les manques les plus importants, on passe à l'action et on fait des choses concrètes. On n'oublie pas que la partie exigence, derrière, il y a des gens qui vont s'en servir, donc on fait le lien entre les sujets de test. De façon à ce qu'on n'oublie pas aussi tout ce qu'on a remonté en CODIR DSI en tout début, et de façon à pouvoir répondre, avoir des vraies réponses aux personnes qui sont dans le mal opérationnellement parlant. Ensuite, on élargit la démarche avec l'intégration et la prise en compte des exigences non fonctionnelles, avec un SI de 850
applications interconnectées entre elles, les exigences non fonctionnelles sont extrêmement importantes. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler exigences fonctionnelles en oubliant un petit peu les exigences non fonctionnelles. Là, vous allez voir, on a embarqué aussi des gens qui gèrent les exigences non fonctionnelles au quotidien, de façon à ce que ça puisse vraiment être un process qui puisse convenir à tout le monde. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le principe des petits pas, donc faire en sorte d'animer et d'être dans une spirale d'amélioration continue, de façon à pouvoir faire vivre cette communauté, tant qu'à la faire naître, autant la faire vivre, et puis sur le long terme. Alors, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il faut que tout ça, ça soit validé par le CODIR DSI. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont été respectées, notamment sur la partie lancement. On cadre la démarche, on présente la démarche, on a l'accord de la DSI, du CODIR DSI, donc on se lance. On commence par identifier les personnes, notamment des personnes opérationnelles, ça c'est important parce que les dirigeants c'est bien, mais c'est pas eux qui ont les mains dans le cambouis. Au quotidien, il faut des personnes qui soient opérationnelles, qui ont des vraies difficultés au quotidien sur la partie exigence, à la gérer, à le traiter. Donc, ceux qui sauront faire remonter tout ce qui est question, manque, besoin, avoir un vrai avis sur le processus existant. Peut-être qu'ils utilisent d'autres méthodes et d'autres outils, donc qu'ils puissent aussi nous faire part de tout ça. Et puis, bien sûr, en embarquant, si possible, la partie métier, et puis intégrer, pourquoi pas, au-delà de notre communauté, un certain nombre d'intervenants qui pourraient être voilà, avec des valeurs ajoutées. Une fois qu'on a réussi à identifier ces personnes, on va identifier ce qui est vraiment douloureux. Quels sont les points qui posent vraiment problème? Donc vous allez le voir, on a posé tout ça, et puis après on va prioriser. C'est ce qui va nous définir notre feuille de route, qu'on a présentée et puis qu'on a validée. Et puis après, bah, go! Il ne reste plus qu'à rouler et puis à avancer sur les différents travaux. Sachant que voilà, on avait une feuille de route, vous allez voir, très dense en très peu de temps. La feuille de route, comme je vous l'ai dit, très dense en très peu de temps. Donc, on a commencé par le recueil des besoins. On a priorisé tout ça. Donc, on a catégorisé tout ça. On a défini la feuille de route. Et puis après, hop, on les a traités les uns après les autres. Sachant que pour une certaine efficacité, tout le monde était réuni pendant 1 heure. C'était des ateliers d'1 heure. Et moi, je bossais pour préparer soit les ateliers en avance, soit pour faire un compte-rendu ou de la documentation à part, de façon à ce qu'on puisse avancer très rapidement. Donc, on a défini ce qui était une exigence et ce qu'elle n'était pas. Comment gérer le cycle de vie d'une exigence? Est-ce que le métier doit-il ou peut-il valider des exigences? Je vous les donne, mais vraiment brutes de fonderie, comme elles sont sorties, hein. Les différentes typologies des exigences, plus toute la notion de qualité, qu'est-ce qui fait dire qu'effectivement une exigence est de qualité ou pas. Comment capter l'exigence, peu importe qu'on soit en cycle en V, en agile, en DevOps, voilà, tout ça on a essayé de voir dans les différents cas comment et où on pouvait capter l'exigence. Dans les équipes, les intervenants qui étaient présents, certains utilisaient Enterprise Architect. Donc, plusieurs équipes sont venues présenter leur retour d'expérience, comment ils les utilisaient. Je dis plusieurs parce qu'en fonction des équipes, ils ne l'utilisaient pas forcément de la même façon, ni autant approfondi les unes que les autres. Donc, ça a été vraiment un bel échange sur cet outil-là. Ensuite, on a réfléchi sur de l'outillage, les différents outillages qui étaient existants et utilisés dans l'entreprise. Est-ce que ça pouvait convenir comme gestionnaire d'exigences ou pas? Donc voilà, on a eu beaucoup d'échanges sur cette partie-là. Toute la partie sur la couverture des exigences métiers par des exigences solutions. Comment on pouvait effectivement couvrir cette notion-là. Un peu de normes quand même, parce que le but c'est d'industrialiser toutes les équipes, donc de faire en sorte qu'effectivement on puisse tous parler le même langage. Si on arrive à normer tout ça, ben forcément ce sera plus facile de passer d'un projet à un autre. On a fait effectivement un recueil de besoins sur un prochain outillage. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour pouvoir gérer correctement les exigences? Donc tout ça, on a fait un atelier là-dessus. Et enfin, on a fait
pas mal de documentation qu'on a validée au fur et à mesure. Je vais vous les présenter ensuite. Et puis, on a présenté tout ça par la suite. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a un petit pingouin qui se balade depuis le début, en fait, sur les slides, parce que c'était notre icône, on va dire notre mascotte du process. C'est toujours plus sympa d'avoir voilà, un petit personnage qui se balade. Là, en l'occurrence, ça a été vraiment notre ambassadeur sur cette partie-là. Et donc, je vous ai mis plein d'aperçus de ce qu'on a produit au fur et à mesure des ateliers. Donc, un document vraiment communication, marketing sur qu'est-ce qu'une exigence, avec bon, il n'y avait pas que marketing, hein, le fond est très important également. Il y a la partie guide opérationnel des exigences qui détaillait vraiment toute notre réflexion et qui a été alimentée au fur et à mesure de tous les ateliers. On a décrit ensemble le cycle de vie d'une exigence avec toutes les étapes, en respectant bien tout ce qui était décrit au niveau de l'IREB. On a fait des infographies vraiment, on va dire, punchline pour pouvoir vraiment bien, quitte à afficher dans le bureau par la suite, pour que tout soit, voilà, infographie bien détaillée, bien récapitulative sur les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, quels étaient les différents critères de qualité. Voilà, de façon à ce que effectivement les personnes puissent prendre conscience tout de suite dans quel cadre ils se trouvent et effectivement s'ils respectent ou pas l'ensemble des données. Sachant qu'on avait déjà des choses qui existaient, donc on a enrichi aussi notre existant, notamment avec on a un petit outil qui nous permet de savoir si effectivement les exigences qu'on a écrites sont de qualité ou pas. Donc on a enrichi cet outil-là avec le fruit de nos travaux. On a enrichi aussi ALM, qui est notre gestionnaire de patrimoine de test, avec les différents travaux de façon à ce que tout puisse être aligné. Comme on l'a dit, hein, c'est un de nos facteurs clés, qu'on puisse avoir le lien entre les exigences et les cas de test. Donc, on a tout aligné. Et on a aligné aussi l'outil d'import des exigences dans ALM, de façon à ce qu'effectivement tout puisse être bien cadré et aligné. Quels ont été les apports concrets de tous ces travaux-là ? Déjà, on a pu créer une culture vraiment commune, MOA, MOE, sur les exigences. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas laissé de côté la partie métier. Ça nous a valu parfois de vulgariser un certain nombre de termes de façon à ce qu'on ne les perde pas en cours de route, parce qu'on a vite tendance à partir sur la partie technique et puis à perdre en cours de route les personnes qui ne le sont pas. Donc là, le but, c'était vraiment de bien expliquer toutes les notions de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Et du coup, on s'est vraiment réunis. Ça a été vraiment une belle communauté qu'on a eue pendant toutes ces semaines. La direction métier, du coup, a vraiment pris l'importance, a vraiment pris conscience de l'importance de définir des exigences métiers, déjà et de deux, de les prioriser, de façon à ce qu'effectivement, les équipes puissent se concentrer sur ce qui était vraiment important. Et puis, de ne pas partir un petit peu dans tous les sens, en fonction simplement de quelques demandes. Donc, ça a permis vraiment d'enrichir les cahiers des charges avec des exigences métiers. Il faut le savoir aussi, durant les ateliers, c'était vraiment voilà, très coopératif, c'était très vivant, beaucoup dans le partage et dans l'entraide. J'ai rarement vu ça, donc en tant qu'animatrice, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose parce que les participants étaient vraiment très actifs. C'était vraiment très agréable à voir. On a eu aussi un référentiel commun et la gestion commune des exigences, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services du coup qui se sont regroupés pour pouvoir gérer cette partie-là. Voilà, c'était une première pierre à l'édifice, j'espère qu'on ira loin par la suite. Et ensuite, voilà, ça nous a permis aussi côté test, c'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit, d'avoir le suivi de l'indicateur couverture fonctionnelle, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a des exigences, c'est beaucoup plus facile de suivre l'indicateur couverture fonctionnelle, qui, à mon sens, est un indicateur extrêmement parlant. On a eu aussi beaucoup de retours de MOA. Bon, je ne vous les ai pas mis là parce que c'était vraiment très détaillé et vraiment très touchant. Mais je vous ai mis quelques mots, on va dire, voilà, marquants. La notion de partage, de vision claire. Ils n'ont pas du tout été perdus. Le fait d'avoir des bonnes pratiques, la globalité des besoins, c'était compréhensible. C'est fou, hein, mais de réunir différentes personnes, différents métiers dans un sujet aussi vaste n'est pas forcément évident en fonction, effectivement, de tout ce qui est compréhension.
On a eu 35 participants en tout, donc vous voyez, c'est pas forcément simple à gérer 35 participants, répartis sous 8 sous-directions, dont 2 de MOA, donc la partie métier. On avait une communauté vraiment très riche, très diverse et variée, volontaire, voulant vraiment aller de l'avant. C'était vraiment très touchant de voir ça. Comme je vous l'ai dit, c'était très dense, donc 15 ateliers en 15 semaines. C'était vraiment très intense. 12 thématiques ont été passées en revue. On a eu plusieurs articles de communication pour prêcher la bonne parole. Là, le but, c'était vraiment de déployer par la suite. On a eu 6 productions que je vous ai montrées. En moyenne, on avait 50% de participation, c'est-à-dire que la priorité avait été donnée obligatoirement à la partie opérationnelle. Donc ça, c'était le mot d'ordre dès le début. Donc les gens qui ne pouvaient pas être là s'assuraient qu'il y ait quelqu'un qui pouvait les remplacer pour pouvoir continuer à avancer sur les ateliers. On a fait le recueil de besoins pour l'outillage pour adopter. On avait plusieurs outils à notre disposition. On avait un Teams, un board Klaxoon dans lequel tout le monde pouvait mettre les idées et travailler ensemble. On a eu, comme je vous l'ai dit, des Rex sur les outillages qui ont été utilisés et les différentes pratiques, parce qu'en fonction, un outil, ça reste qu'un outil, hein, on en fait ce qu'on en veut. On a réussi à atteindre nos 5 facteurs clés de réussite, donc ça, c'est une grosse victoire. Et puis, effectivement, on a fait une enquête de satisfaction à la fin pour savoir comment c'était perçu, et on a eu une note de 4,5 sur 5 de satisfaction. Donc, je pense qu'ils étaient assez contents, voilà, et du déroulement et du résultat final. Hop là. Et puis, la suite, c'est-à-dire qu'on a présenté le fruit de nos travaux au CODIR DSI pour savoir, voilà, pour leur montrer ce qu'on avait fait, que c'était pas que des paroles en l'air, mais qu'on avait fait du concret, qu'on avait travaillé tous ensemble. La suite, du coup, elle a été actée de continuer sur la partie conception, en plus de la partie exigence. Le but, c'est donc de faire vivre cette communauté et de continuer à effectivement développer cette partie conception et process de spécification. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est pas fini, revenez encore un petit peu au niveau de la communauté, on va continuer à développer ce qu'on a déjà fait. Je vous remercie pour votre attention et je crois que je suis pile poil dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Alors, j'espère que les questions vont arriver. Oh, tu es plus que dans les temps, tu as été exceptionnel, parce que tu as été efficace. Exactement, 20 minutes. Donc, on va avoir le temps de poser plein de questions, c'est super. Donc, je rappelle aux personnes qui sont dans la salle et qui écoutent religieusement ta présentation, qui était très intéressante. Vous êtes plus de 100 aujourd'hui à être présents. Donc, il y a l'onglet questions. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je suis en train de déranger par vote. Vous pouvez voter pour les qualifier, pour que les plus intéressantes selon vous puissent être posées. Et on va commencer par la première question qui est: quels sont les outils utilisés en général? Ah non, excusez-moi, ça n'arrête pas de changer. C'est pas grave, je pense. Quels sont les outils en général utilisés du coup? Quels outils vous avez utilisés, pardon? Alors, on avait différents outils qui sont utilisés dans l'entreprise à l'heure actuelle. On a de mémoire Enterprise Architect, donc ça c'est un des outils utilisés. Après, on avait aussi tout ce qui était Excel, malheureusement. On utilise aussi Excel pour gérer de façon classico-classique, Word également. Certains utilisaient aussi ALM pour gérer les exigences, ce qui permet de faire le lien plus facilement avec la partie test. Grosso modo, c'est tout ce qui, au niveau des outils qui concernaient les exigences. Très bien. Deuxième question, avez-vous un ou des liens entre les user stories et les exigences? Si oui, comment l'avez-vous géré dans ALM? Alors, la partie, on va dire, tout ce qui est agilité est géré pour l'instant en dehors d'ALM. Même si les cas de test, on essaie de plus en plus de les mettre dans ALM et les exigences également. Après, c'est principalement fait soit dans Jira, parce que Jira est souvent utilisé pour la partie agile. Voilà, c'est fait à ce niveau-là, c'est inscrit là-dedans. Question suivante. Exigence métier / solution. Comment gérez-vous la traçabilité au global? Existe-t-il une hiérarchie, granullarité dans les exigences normalisées dans l'organisation? Effectivement, on a fait en sorte de pouvoir avoir des normes de nommage et des typologies
Donc effectivement, on peut classifier les exigences par typologie et après avoir une couverture avec cette typologie au niveau métier et solutions. On le fait principalement dans ALM, cette partie-là, de façon à ce qu'effectivement on puisse avoir des indicateurs qui remontent automatiquement, parce qu'ALM permet de le faire. Dans quel but, question suivante, dans quel but utilisez-vous enterprise architecte ou architecte? Est-ce pour documenter les exigences sous forme de modèle, point d'interrogation? Alors, il y a différentes pratiques au niveau de Enterprise Architect. Il y en a qui l'utilisent simplement pour créer tout ce qui est spécification de façon très basique. Et il y en a d'autres qui vont essayer d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités avec tout ce qui est les différents graphiques qui sont disponibles dans l'outil pour effectivement avoir une vraie gestion de la partie exigence et puis après ils l'exportent de façon à pouvoir l'intégrer dans ALM. C'est vraiment très divers et varié sur cette partie-là. On a eu, je crois, en tout 3 Rex différents avec voilà les gens qui interagissaient entre eux, à savoir moi j'utilise plutôt cette partie-là de façon plus approfondie ou rien à voir. C'était vraiment très divers et varié. Donc là-dessus, j'ai pas une réponse unanime puisqu'effectivement on a différentes façons d'utiliser Enterprise Architect. Et la prochaine question est assez sympathique, puisque peut-être que cette personne n'a pas forcément eu l'aval de la direction pour ces projets. Il me pose la question, comment faire lorsqu'il y a peu de sponsoring managérial? Alors ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, la chance qu'on a eue de notre côté, c'était vraiment que la décision était venue d'en haut. C'est-à-dire que le CODIR DSI, avec tous les sous-directeurs, ont vraiment donné leur go, leur accord, ont libéré du temps pour les personnes pour qu'ils puissent travailler sur cette notion-là. Sans ça, je ne suis pas sûre qu'on aurait réussi à aller aussi loin et on aurait réussi à tenir cette cadence qui était assez intense puisque c'était un atelier d'1 heure toutes les semaines pendant 15 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait beaucoup. Et c'est vrai que si on n'a pas ce sponsoring-là, à mon sens, c'est très compliqué. Néanmoins, pour pouvoir réussir à arriver à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de retours d'expérience en disant ok, on a un processus de spec à l'heure actuelle qui est en cours de construction, qui n'est pas développé, mais rendez-vous compte d'un certain nombre de points de blocage qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes. C'est vrai qu'on l'a pris par le biais des tests, puisqu'effectivement c'est plus parlant. Et effectivement, on a été très factuel. En tant que testeur, c'est une dérive professionnelle. Très factuel, effectivement, pour montrer toutes les problématiques que ça engendrait. Et que ça serait beaucoup plus facilitant d'avoir un process qui permette d'avoir une certaine industrialisation, une certaine homogénéité et qui pourrait faire sauter plein de blocages sur la partie test. Très bien. Autre question. Vous êtes-vous appuyé sur les projets pilotes qui mettaient déjà en œuvre le processus pour présenter un rétex et faciliter l'adhésion? Alors c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand je redémarre quelque chose, certes je prends les choses qui existent déjà, mais je ne veux pas m'appuyer sur l'existant pour créer quelque chose de nouveau, parce que sinon on a tendance à prendre aussi toutes les dérives qui vont avec. Donc là, le but, c'était vraiment de repartir, on va dire, sur les normes qui sont employées, et puis de voir ensemble comment on peut les aménager de façon à ce que ça convienne à tout le monde. Par contre, les projets qui avaient utilisé l'ancien processus de spécification se sont portés tout naturellement volontaires pour expérimenter du coup le nouveau process en cours. Beaucoup plus simple. Je le voulais vraiment simple d'accès de façon à ce qu'il puisse être déployé plus facilement. Donc ce document-là a été partagé et repartagé de très nombreuses fois. Est-ce que ça a été mis encore en place et quels ont été les retours? Ça, je vous le dirai peut-être l'année prochaine. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Avec grand plaisir l'année prochaine, Cynthia. Alors, comment avez-vous mesuré les résultats de la démarche? Pour l'instant, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas encore là, mais ils vont peut-être arriver prochainement. Alors, les premiers résultats, moi, je peux déjà les prendre au niveau de la partie satisfaction, la note de satisfaction, en fait, de toutes les personnes qui étaient présentes.
qui ont co-construit du coup ce process de spécification par les exigences. Le fait aussi de pouvoir voir certaines MOA qui étaient présentes, mettre en place plein d'ateliers pour pouvoir formaliser correctement leurs exigences métiers et les transmettre au projet. Donc ça, c'était vraiment, à mon sens, un très gros plus, puisqu'effectivement, on voit qu'elles sont très structurées, elles respectent les normes de qualité, ce sont des exigences métiers, donc des vrais besoins, ce ne sont pas déjà des pseudo-exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles, ce sont de vraies exigences métiers. Et en ça, c'est déjà une grosse victoire, à mon sens. Après, effectivement, comme je vous l'ai dit, on le mesurera peut-être l'année prochaine avec de nombreux retours d'expérience, j'espère. Question suivante. Qu'entendez-vous par exigence de solution? Alors, on a différents types d'exigences, on en a défini plusieurs, en fonction de notre contexte également, parce que je vous ai dit, on a un SI de 850 applications interconnectées entre elles, donc on aura peut-être des types d'exigences qui sortent un peu du lot, mais qui sont propres à notre contexte. On a tout d'abord des exigences métiers, donc, ou besoins, peu importe le vocabulaire que vous employez. Là, en l'occurrence, c'est celui qu'on a décidé d'adopter. On a ce qu'on appelle des exigences, on peut dire transverses, parce qu'effectivement, quand on a un SI de 850 applications interconnectées entre elles, il faut à un moment donné qu'on puisse vérifier que d'un bout à l'autre de la chaîne, ça fonctionne. Et puis après, on a effectivement tout ce qui est fonctionnel, non fonctionnel. Solution, ça peut être fonctionnel ou non fonctionnel, peu importe. Très bien. Comment avez-vous traité les aspects risques dans votre process? Alors, les aspects risques dans le process. Risque est entre guillemets, je ne sais pas s'il faut que je comprenne quelque chose de sous-jacent. On a plus axé sur la priorisation. Qu'est-ce qui était vraiment prioritaire? Qu'est-ce qui était risqué? C'est-à-dire que ça devient une métadonnée de l'exigence en elle-même. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question, Florent. Question suivante. On verra si Florent il pourra nous répondre. Comment avez-vous passé la barrière du vocabulaire pour avancer dans vos instances? Ah oui, ça a été, on va dire, des vieux moments de solitude parfois durant les ateliers, puisqu'effectivement, il y a des fois, on utilise un vocabulaire, surtout quand on est dans le métier et qu'on l'utilise au quotidien. On utilise du vocabulaire sans forcément s'en rendre compte. Et quand on a des personnes qui ne sont pas du métier, de notre métier d'informaticien, donc des personnes qui viennent de l'AMOA qui rentrent dans cette conversation, ben, il y a des fois, ils nous disaient tout simplement « Ok, mais je comprends pas ce que tu dis ». D'accord. Alors là, dans ce cas-là, on essayait tous de s'y mettre. Je vous l'ai dit, c'était une communauté assez soudée et vraiment dans le partage et dans la bienveillance, j'aurais envie de dire. Donc, soit j'arrivais à vulgariser au maximum en prenant soit des exemples, soit en prenant des mots très simples, soit c'était des collègues qui étaient là du coup dans la communauté qui essayaient de trouver des images pour pouvoir faire comprendre un certain nombre de choses. Parfois, le fait de faire effectivement de passer par je sais pas, des exemples sur la cuisine, sur la voiture, sur les choses comme ça, comme on peut le faire au niveau test, là, le faire au niveau des exigences, de façon à pouvoir plus facilement faire comprendre la notion à une personne qui n'est pas du tout du métier de l'informatique. La question suivante est un peu plus longue. Lorsque les douleurs sont oubliées ou n'ont pas été vécues suite au turnover, un processus d'IEX, attendez, ça vient de sauter, c'est compliqué, voilà, est vu comme trop lourd, inutile. Une page Confluence est tellement plus simple. Le gabarit d'exigence nous empêche d'exprimer ce que l'on souhaite. Auriez-vous des idées? Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas encore cette notion de les douleurs sont oubliées, parce qu'elles sont encore bien présentes. Donc, on a mis en place quelque chose pour effectivement y répondre. Après, il va falloir un certain temps avant qu'on les oublie. C'est vrai que le coût du process très lourd, c'est ce qu'on avait à l'heure actuelle. Sincèrement, il était très bien fait, il était très complet, très bien fait. On voyait qu'il y avait un haut niveau d'expertise,
mais peut-être trop haut pour être appliqué simplement. Donc le but était vraiment de pouvoir faire un process relativement simple qui allait à l'essentiel et après de faire des infographies sur des petits morceaux pour pouvoir s'y référer plus facilement sur des petits morceaux. Comment on peut détecter qu'une exigence est de qualité, par exemple, avec quelque chose qui tient en une page, très simple, avec les informations essentielles. Comment on sait qu'une exigence est fonctionnelle, comment on sait qu'elle est non fonctionnelle. Voilà, quelque chose de très simple pour pouvoir s'y retrouver facilement. Pareil, on a fait une infographie sur le cycle de vie, embarquant tout le monde, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Mais très simple, ça tient en une page. Pas de complexité, de façon à ce que ça puisse parler à tout le monde, peu importe le métier, peu importe que ce soit un concepteur, un testeur, un chef de projet, une personne de la MOA. Voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir avoir quelque chose de parlant pour tout le monde. Alors, Florent a répondu par rapport à sa question risque, les risques découlant des exigences et de leur mitigation. Ok. Alors, celle-là, c'est partagé, notamment entre exigences et la partie test. Effectivement, s'il y a des exigences qui sont risquées et qui ont un impact fort, plus tôt on le détecte, plus tôt effectivement on peut agir sur la suite du projet. Donc ça, c'est vraiment dans la partie communication. Ah, puis il a complété sa question. Je vais essayer de répondre à la première. Du coup, de façon à ce qu'effectivement on puisse tous avoir cette même vue et pouvoir tous prendre conscience des actions effectivement à faire en cas de risque et de les traiter en priorité. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi ces métadonnées sur la partie exigence de façon à pouvoir les mettre, on va dire, en haut du panier et qu'elles puissent être traitées le plus tôt possible et avoir toute l'attention au niveau effort de test. Et puis qu'effectivement cette notion-là soit bien partagée, que ce soit aussi bien avec la MOA que la partie MOE ou les testeurs et compagnie. Alors, toujours la même personne, à combien de temps vous avez pris ce projet de mise à plat des exigences et comment avez-vous fait le lien avec les besoins? Alors ça s'est fait au fur et à mesure des semaines, puisque effectivement le premier atelier, je ne savais pas du tout quels étaient les besoins, les douleurs, les manques des équipes. Donc on l'a fait au fil de l'eau, en version agile. On a dit bon bah il faut faire quelque chose, et ben allons-y, hop, on y va. De toute manière, on est suffisamment tous autour de la table pour avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Ce travail, on n'a pas passé tout notre référentiel à plat parce que là, ça aurait pris, je pense, plusieurs années parce que effectivement, l'URSSAF Caisse nationale ne date pas d'hier, donc on a un certain référentiel qui est assez important. Par contre, on s'est mis d'accord sur les principes. Le process n'est pas forcément là pour vérifier tout ce qui existe, mais pour me donner en fait une méthode, des outils aux personnes qui sont opérationnelles de façon à ce qu'ils puissent faire leur job correctement et de faciliter leur travail. Donc là, le but était vraiment de pouvoir faciliter le travail des opérationnels au quotidien et de faire en sorte qu'ils puissent y arriver sans trop se creuser la tête ou sans réinventer la roue continuellement. Alors, il reste encore deux questions. Une, un petit peu du style, et si j'avais à le refaire, est-ce que je le ferais de la même façon, hein? Entre nous, quelque chose à faire autrement, on n'a pas été bon là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles dans cette migration, dans cette changement, dans cette conduite du changement qui s'est mis en place dans Alors, le l'organisation? plus dur, c'est la communication. On sait que c'est vraiment notre point noir à tout informaticien, hein. Donc, le but, c'est pas simplement de sortir quelque chose, c'est aussi de faire en sorte après de pouvoir le déployer et d'accompagner les gens au maximum. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'on a eu l'aval du CODIR pour pouvoir continuer. C'est de pouvoir continuer à déployer du coup ce qu'on a fait de l'ensemble de nos travaux et de pouvoir continuer à intégrer des gens pour pouvoir être dans un cercle d'amélioration continue. Ok, rien tout a été fait comme correctement. Si on avait à refaire la même chose, il n'y a pas Ah, des éléments où on se serait dit, je le si j'avais à le refaire, je ferai le ferais autrement. de la même façon parce que en fait c'est le meilleur moyen d'avoir une vue d'ensemble en embarquant tout le monde. Ça n'a pas été forcément évident hein, au quotidien, parce qu'effectivement, entre les disponibilités des uns et des autres,
Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Je l'avais dit dès le début, c'est priorité à l'opérationnel. S'il y a un problème en prod, surtout, vous ne posez pas la question, vous filez pour résoudre le problème de prod. Donc ça n'a pas forcément été évident à gérer, mais je ne le referai pas différemment parce qu'effectivement, ça nous a permis d'avoir une communauté très riche avec beaucoup de retours, beaucoup d'idées, beaucoup d'entraide. Et c'était un vrai plaisir d'animer une communauté pareille. Dernière question, y a-t-il une action visant à restreindre le nombre d'applications à utiliser pour mieux uniformiser les process? Alors là, je suis pas DSI, donc je m'abstiendrai de pouvoir donner une réponse dans ce sens. C'est vrai que ça serait plus simple d'avoir moins d'applications à gérer, mais là, encore une fois, je ne suis pas DSI, donc je ne fais avec ce que j'ai. Et moi, je vais me permettre de rajouter une petite question qui n'a rien à voir avec la présentation, mais enfin, qui a à voir avec la présentation. Les pingouins à l'URSSAF, c'est dû à quoi? Alors, c'est Pourquoi pas il à y a des l'URSSAF, pingouins à c'est votre juste sur le présentation? process de spec. Hein? Parce que j'avoue que voilà, je travaille avec un infographiste, D'accord. avec un designer qui me fait pas mal de petites, voilà, tout ce qui était infographie et compagnie, c'est lui qui les a fait. Et là, je sais pas pourquoi il a sorti le pingouin, mais je l'ai trouvé trop chou. Et je fais, bon, allez, vas-y, éclate-toi là-dedans. Et c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir une petite mascotte, d'avoir voilà, des infographies bien faites pour pouvoir faire passer un message. Il y a le fond et il y a la forme aussi. Et le côté pingouin comme ambassadeur des exigences, j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Super. En tout cas, un grand merci. Vous avez demandé aux personnes qui suivent toujours et qui sont toujours présents pour cette présentation de passer au sondage pour évaluer évidemment la présentation s'ils ne l'ont pas encore déjà fait. Donc, merci d'avance pour aller évaluer la présentation de Cynthia. Et puis, si le suivant est par là, parce qu'on est un petit peu en avance, eh ben, on peut commencer à introduire le deuxième sujet. Il peut monter sur scène s'il est présent. Et puis, on va commencer peut-être un petit peu en avance cette deuxième présentation. Merci encore à toi, Merci à Cynthia. tous et bon courage. À bientôt, Cynthia. Merci.